Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal tout en images du samedi 20 septembre 2025. En voici les titres. Permettre aux élèves de s'assurer d'une bonne vue, c'était l'objectif d'un dépistage visuel gratuit qui s'est tenu pendant 2 jours. Une opération menée par la Fédération des conseils de parents d'élèves en collaboration avec les opticiens de Lille. Une action bienvenue et qui a permis dans certains cas de constater que la moitié des enfants a un problème de vue. Les journées européennes du patrimoine se tiennent pendant tout le week-end, l'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine local. À l'image des distilleries qui font partie de notre culture, la François Eudoxie s'est rendue au François où les visiteurs ont pu découvrir le processus de fabrication du rhum. Un atelier d'initiation au tressage du bacois était également au programme. La restauration de la fontaine Guédon à Fort-de-France est en marche. Ce site emblématique a été sélectionné par la Fondation du patrimoine et bénéficiera de l'appui de la Mission Patrimoine et de la FDJ pour sa restauration. Le chantier, de montant de 2,9 millions d'euros, débutera en janvier 2026 et il devrait durer 1 an. Une rentrée scolaire avec un regard neuf. Hier et aujourd'hui, plusieurs opticiens de Lille ont participé au dispositif de dépistage visuel gratuit pour les élèves. Ce matin, c'est Laura qui amène son fils pour vérifier sa vue. Quelques petits renseignements sont donnés, puis c'est le moment de passer en salle d'examen. O-R. Ok. Tu changes de main et tu caches l'autre œil. Ethan a 9 ans et aujourd'hui, sa vue est passée au peigne fin par l'opticienne. J'ai lu des lettres, j'ai lu un texte, j'ai regardé si mes yeux fonctionnaient bien. C'était pas trop difficile? Ça va. Un exercice de 5 minutes qui fixe les parents sur l'acuité visuelle de leurs enfants. Ethan, lui, rejoint sa maman avec ses résultats et sa vision n'a aucune défaillance. Une visite nécessaire pour sa mère Laura. On nous a conseillé de faire la visite pour les enfants pour voir s'il n'y a aucun problème pour l'année, pour savoir s'ils doivent porter des lunettes ou pas. Et du coup, j'ai reçu le message par la FCPE. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais l'emmener pour voir. En plus, c'est gratuit. J'avais demandé une ordonnance au médecin, mais au final, on m'a dit qu'il n'y a pas besoin d'ordonnance. Ça aide beaucoup de parents parce qu'il y en a que, comme je vous ai dit, normalement on demande un certificat médical et pour la prise de rendez-vous, ça prend énormément de temps. Et les enfants, parce que contrairement à nous, on peut patienter, mais les enfants à l'école, ils ont besoin de ça. Donc du coup, oui, je suis satisfaite. Un dépistage visuel totalement gratuit effectué par un opticien qui vérifie en détail la vue des enfants. On commence par un petit questionnaire rapide, s'ils ont déjà porté des lunettes, s'ils ont des gènes en vision de loin, surtout de près, à l'école, devant la télé, s'ils ont des maux de tête. Et après, on va faire relever des acuités visuelles, en fait, avec ou sans lunettes. Bon, la plupart, ils n'ont pas encore de lunettes. Donc, on va tester l'œil droit, puis l'œil gauche, après les 2 yeux, pour pouvoir mesurer leur acuité visuelle, voir s'il y a une différence entre les 2 yeux, voir s'ils voient bien, de loin comme de près, pour après pouvoir les réorienter ou non chez l'ophtalmo. Les opticiens ne peuvent d'ailleurs pas effectuer d'examen de la vue chez une personne de moins de 16 ans, mais seulement ce genre de dépistage visuel. Un dispositif qui sensibilise les plus jeunes à la santé oculaire, mais aussi leurs parents. C'est flou, j'ai du mal à voir quand c'est trop loin, ou bien quand je suis près, je ne vois pas bien le cahier. C'est comme un peu anxiogène pour un enfant de ne pas pouvoir voir clairement. Donc en faisant déjà ce premier dépistage, ça permet aussi à l'enfant d'être assuré, ça va, bon, voilà, on va trouver une solution pour moi pour que je puisse faire mon année scolaire correctement. Des chiffres qui confirment l'enjeu de l'action. 9 enfants sur 18 testés chez cet opticien devront maintenant consulter un ophtalmologiste. Vous avez l'environnement, vous avez le tempérament de la personne. D'accord. Un groupe de parole en plein air sur la place Centre-Bourg au François, organisé ce matin par France Alzheimer dans le cadre de la semaine nationale de cette maladie. L'objectif est d'échanger avec une psychologue afin de mieux soutenir les aidants face à l'Alzheimer. Une maladie qui touche près de 11 000 personnes sur notre territoire. Je suis aidante de mon époux qui est malade depuis 2022. Il a la maladie d'Alzheimer. Donc, je l'accompagne donc, et dans le groupe de parole avec France Alzheimer Martinique, ça m'a permis de comprendre, parce qu'avant j'avais des schémas types
Donc tout le monde me citait et moi c'était la panique. Et depuis que je suis venue dans ce groupe, j'entends les témoignages des autres et ça me rassure et ça me permet de mieux comprendre ce que je vis et de me dire que la maladie d'Alzheimer ne se développe pas de la même façon chez tout le monde. Les aidants sont dans une grande souffrance. Donc les groupes de parole permettent qu'ils s'épanchent, permettent qu'ils racontent ce qu'ils vivent au quotidien. Et à France Alzheimer Martinique, nous avons plusieurs groupes de parole. Nous avons le premier et le deuxième samedi de chaque mois à l'île des Tiras, à Gondo, à Basse-Gondo plus exactement. Et au François, c'est le troisième samedi de chaque mois. Exceptionnellement, c'est décentralisé aujourd'hui parce que justement, nous voulons la visibilité, nous voulons que les gens sachent qu'il y a un groupe sur le François. Un atelier de tressage de Bakwa animé par une équipe de l'ESAT, l'une des animations phares organisées à la distillerie à 1710 au François. Moins à l'aise avec l'expression écrite et orale, Sabrina, membre de l'ESAT depuis 6 ans, s'épanouit dans cette pratique manuelle. J'aime bien parce que j'utilise mes mains et en fait ça me permet d'oublier un petit peu la partie que je ne sais pas faire, qui est l'écrit, la lecture et tout ça, parce que des fois c'est pesant pour nous, parce que c'est pas facile d'essayer d'expliquer comme le moniteur, mais j'essaie d'expliquer avec mes mots, parce que c'est pas facile, parce qu'il y a des mots qui sont très difficiles, mais les gens étaient très, comment on dit ça, attentifs. Comme Sabrina, 27 adultes en situation de handicap acquièrent une compétence supplémentaire afin de pouvoir intégrer une entreprise. Ils ont d'ailleurs confectionné l'habillage de ces bouteilles de rhum. Ils sont capables, par exemple, de vendre, de valoriser le produit. C'est de ne pas rester de leur montrer que ce côté-là, ils peuvent le faire aussi. Par l'intermédiaire des activités manuelles, dont la vannerie, ils vont apprendre à se concentrer, ils vont apprendre la mémorisation, ils vont apprendre aussi à vraiment avoir un objectif, puisque nous avons des productions et nous devons les réaliser dans un temps imparti. Et il faut qu'elles soient bonnes. Donc ça les valorise. En plus des ateliers et des dégustations, cette journée, organisée dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, est l'occasion de découvrir tout le processus de la réalisation d'un rhum, de la culture de la canne à la mise en bouteille. Créée sur l'habitation Simon en 2016, cette récente distillerie se démarque en utilisant des outils en alambic en cuivre. L'alambic, ça va être des productions par petits lots, donc ce qui peut être une contrainte puisqu'on produit des petites quantités, mais qui pour nous va aussi être un avantage puisqu'on va avoir des petits lots très précis avec des distillations de certaines variétés, certaines parcelles, et donc une grande traçabilité aussi. Et puis on va pouvoir vraiment affiner le goût de notre rhum lors de ces distillations. On va s'inspirer de techniques qui existaient aux Antilles, dans la Caraïbe, mais aussi qui existent dans le monde pour d'autres spiritueux. On va être en même temps assez technologique. On va pratiquer des fermentations longues qui permettent d'avoir un développement aromatique plus important et donc de donner vraiment une typicité à nos rhums. L'idée étant d'exister à côté de nos confrères, les grandes distilleries que vous connaissez historiques de la Martinique, et d'apporter quelque chose de différent. Cette année, cette distillerie devrait produire près de 100 000 bouteilles, dont 40% seront mises en vieillissement, afin d'enrichir une gamme de rhums vieux dans les années à venir. La fontaine Guédon, située à Fort-de-France, va faire l'objet d'un important projet de réhabilitation. Porté par la municipalité, cette opération a été retenue parmi les sites emblématiques 2025 de la Fondation du patrimoine et bénéficiera du soutien de la mission patrimoine. Les travaux seront réalisés par la SOAM Martinique. L'opération principale, c'est la remise en eau et la rénovation de la fontaine Guédon. Mais on ne saurait se contenter de cela. La voie sur laquelle nous sommes sera réhabilitée. Il y aura des apports végétatifs et il y aura un nettoiement global du site. Les travaux devraient commencer en janvier pour une durée de 1 an. Le coût, 2,9 millions environ. Largement aidé parce que nous avons des organismes publics, il y a une aide publique, il y a une aide CACEB, et puis vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que la Fondation du patrimoine et la Française des Jeux
nous apportent aussi leur concours. C'est à ce titre-là que nous sommes là aujourd'hui et vous verrez, nous allons les remercier encore pour leur intervention et leur financement. La mise en eau se fera, mais contrairement au passé, ce ne sera pas de l'eau potable avec de la perdition, ce sera de l'eau récupérable dans un circuit approprié. Un circuit qui va à nouveau apurer l'eau. Mais c'est un circuit fermé. Il n'y aura pas de l'eau potable comme avant qui coulait. Non, mais l'eau, la fontaine est rétablie, il y aura sa chute et l'eau sera véhiculée par un réseau adapté spécifique. Autodidacte, guadeloupéenne d'origine, Babo Melibo vit et crée en Martinique depuis plus de 20 ans. Son art mêle peinture, écriture, musique et spectacle vivant. Une démarche pluriartistique guidée par des valeurs fortes. L'aspect identitaire est très important. Par des textures, je vais coller des tissus, des végétaux qui nous sont propres, insérer des photos qui nous représentent, rendre hommage à nos traditions, par exemple autour de la canne à sucre, la danse. Il y a vraiment un foisonnement de repères, de choses, des symboles amérindiens, symboles africains. Face aux toiles, les visiteurs se laissent emporter. Chacun vit une traversée personnelle, une émotion intime entre mémoire, couleur et résonance culturelle. Les couleurs, déjà, ça saute aux yeux. Et puis aussi tous ces mélanges de symboles, d'histoires. Moi, je la trouve magnifique. Je ne suis pas très art habituellement, mais là, je trouve ça très beau, niveau couleur, niveau détail. Simple, mais peut-être pas simple à réaliser. L'action qui se passe dedans, l'affection qui est donnée, je pense que c'est ça qu'on devrait faire aussi par rapport à notre île. Au cœur de la salle, l'artiste ajuste ses toiles une dernière fois avant leur exposition. Pour Babo Melibo, chaque couleur est une vibration, chaque forme, un fragment de mémoire. Toujours créer d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que c'est pour ça que je suis autodidacte. En fait, j'ai appris par moi-même en contournant des fois quand il y avait des cours de dessin où je ne me sentais pas à l'aise. Pour moi, je détestais la peinture. Pour le tome, accueillir une première exposition picturale est un signal fort. Lieu d'expression libre, ce théâtre se veut aussi espace de mémoire et de création partagée. Il y a beaucoup d'artistes en Martinique qui ont de vrais talents et il manque peut-être des espaces assez ouverts où c'est pas trop compliqué pour y accéder. De plus en plus, l'idée du tome, c'est un espace où on parle des initiatives, avant tout des citoyens, des artistes qui cherchent un lieu pour s'exprimer. Donc aussi bien pour le théâtre, pour faire des conférences, on est ouvert, mais aussi bien pour l'art plastique. Au tome, l'exposition de Babo Melibo se vit comme un voyage intérieur et collectif, une traversée artistique où les Caraïbes brillent de 1000 éclats. Elle est visible jusqu'au 17 octobre 2025. Sport en football, la deuxième journée du championnat de Régional 1 s'est ouverte hier soir. Et parmi les rencontres à l'affiche, le derby foyalais entre le CO Trinel et le club colonial. Si les Trinéliens entrent bien dans le match, ils se procurent des occasions. Progressivement, les clubistes reviennent et le jeu s'équilibre. Et si ces derniers se procurent la plus belle occasion de cette première période, à la pause, le score est nul et vierge. Et le club colonial confirme ses bonnes dispositions dès le retour sur l'aire de jeu. Pour cette faute du portier du COT, les clubistes obtiennent un pénalty. Il est transformé par Brian Henriol, on joue la 50e minute. Et les protégés de Charles Bonix poursuivent sur leur lancée.
13 minutes plus tard, Andric Boulois corse l'addition. Le club colonial mène 2-0. Un avantage de courte durée. 3 minutes plus tard, à la 66e pour être précis, ce coup franc d'Alan Marcelin fait mouche. Il relance le CO Trinel. Et 5 minutes plus tard, les Triniliens égalisent. Giovanni Cyril concrétise cette belle action collective. Le score est de 2 buts partout. À la 82e minute, Brian Henriol croit offrir la victoire aux clubistes avec cette réalisation, mais il est signalé en position de hors-jeu. 2 buts partout, c'est le score final. Relâchement coupable, effectivement, on connaît le score de 2-0, qui est un score que tout le monde qui pratique le football connaît, c'est facilement remontable. Effectivement, on a eu un petit relâchement qui nous a coûté 2 buts. Et du coup, il y a un peu de déception, parce que selon nous, on avait la place pour ramener les 4 points. Après, on est à l'extérieur. On ramène les 2 points à la maison. Allez, on va s'en contenter, mais je pense très sincèrement, sans faire injure aussi au Trinel, il y avait la place pour ramener les 4 points à la maison. On a montré aussi en deuxième mi-temps beaucoup d'abnégation, beaucoup de réussite, parce qu'il faut avoir de la réussite. Maintenant, vous savez, le football, c'est ça. Hein. Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, on joue. Et c'est ce que j'essaie d'apprendre à mes joueurs. Heureusement pour nous, nous sommes revenus dans le match. On avait des situations pour pouvoir peut-être faire un 3e but. Le club colonial aussi. Mais j'espère que le public a voulu un beau match. Toujours hier soir, le club franciscain a battu le Golden Star 2-0 et la S Bandises s'est venu à bout de l'émulation 2-1. Cet après-midi, le champion en titre, le RC Saint-Joseph, a disposé du promu Robertin 4-0. L'autre formation joséphine, le Golden Lion, est venu à bout de l'espoir 2-1. Et le promu, l'Inter de Sainte-Anne, a atomisé l'Aiglon sur le score de 4-0. Depuis 19h à Sainte-Marie, le choc de cette deuxième journée du championnat de Régional 1 oppose la Samaritaine au club péléen.